Eh bien, il est l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Eric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, en milieu de semaine, le DAX a frôlé de nouveaux plus hauts historiques. Là, il s'accorde un petit mouvement de repli. Est-ce que finalement, à force des choses, toujours sans réelle conviction, sans nouvelles fondamentales particulières, eh bien, on va assister à une évolution tactique, technique, graphique du DAX, et auquel cas, eh bien, il va continuer à évoluer dans sa zone de latéralisation qui est tracée à l'écran. Oui, c'est le plus probable. C'est le plus probable et c'est ce que je vous décrivais déjà il y a 3 semaines. Je vous parlais de scénario à base d'options parce que la probabilité qu'on reste dans une poursuite de l'altérisation était pour moi ce qui était le plus probable. Et pour l'instant, donc, on peut le constater maintenant. Je pense que c'est assez clair. Ça fait 1 mois et demi qu'on est dans la même zone. La semaine dernière, le DAX a essayé de sortir par le bas. Je vous disais, ça ne va pas aller bien loin et c'est ce qui s'est passé. Ça a réintégré, on en a eu la confirmation. Et puis, je vous disais la semaine dernière que les probabilités que l'on ait plutôt une hausse larvée et lente étaient assez fortes et que c'était mon scénario le plus probable et que je ne tablais pas sur une extension haussière. En effet, vous l'avez dit, on est sorti légèrement de la zone, mais on n'est pas réellement sorti sur le plan de sharpiste. Mais on a fait une tentative et puis on est reparti en arrière. C'est ce qu'on fait encore un peu ce matin. Bon, on va voir pour l'instant de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que faire des scénarios à base de directionnel marqué, le seul directionnel marqué que je vois, moi, c'est une latéralisation. Donc, directionnel haussier, directionnel baissier, pour l'instant, moi, j'oublie complètement. Et je reste dans cette optique. Déjà, on a pu voir hier que les décisions de M. Powell, alors je ne les connais pas, mais j'ai pu lire dans le graphique qu'elles n'avaient pas déchaîné les passions. Donc, c'est vraiment ça le truc. Le trigger, c'est que ça va être, comme je vous disais, tant qu'on n'a pas des nouvelles en forte divergence avec les anticipations des investisseurs, ça va se poursuivre. Parce qu'en fait, on a tout le cocktail pour que ça se poursuive et on n'a rien pour que ça puisse justement prendre une direction. On n'a pas les éléments pour que ça prenne une direction baissière. Parce que je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'était le cas déjà l'année dernière, les investisseurs de long terme sont protégés. Et ça, je vous le confirmais de nouveau à la lecture de la volatilité implicite qui ne baissait pas. Alors qu'elle avait baissé en fin d'année, sans doute lié à un manque d'activité, je pense, et non pas de la complaisance comme on pouvait l'imaginer à ce moment-là. On l'a vu remonter assez fort. Donc ça, c'était l'indication qu'en effet, les investisseurs continuaient de couvrir, de protéger leur portefeuille. Donc, par le bas, il n'y a pas les ingrédients pour, parce qu'il faut des contraintes de faire. Pour enclencher un mouvement baissier et trouver un relais baissier, il faut des contraintes. Et là, la contrainte, elle peut être que technique. La contrainte de vendre, je ne vois pas tellement d'où elle va pouvoir venir tant qu'il reste protégé. Poursuivre par le haut, parce que certains ont vu, j'imagine, un peu rapidement que parce qu'on ne pouvait pas partir par le bas, alors on allait repartir par le haut et même imprimer une nouvelle extension haussière. Donc, c'est assez classique parce que c'est un scénario de chartiste bien connu dans les livres. À partir du moment où on est sur un mouvement haussier et on a vu effectivement qu'on montait depuis la fin octobre, si on ne l'a pas vu, c'est qu'on est miro. C'est monté, alors d'une certaine façon, d'ailleurs, je vous l'ai déjà commenté à plusieurs reprises, la construction de la hausse faisait que de toute façon, on ne pouvait pas baisser. Le premier repli sérieux, il a eu lieu mi-janvier et c'était une porte de sortie pour les vendeurs qui étaient à l'envers. Donc ça, c'était également quelque chose que je vous avais anticipé. C'est exactement ce qui s'est passé parce que c'est la logique, en fait. Quand on connaît les contraintes des différents opérateurs sur le marché, on peut savoir où est leur niveau d'ennui et donc où il va commencer à s'actionner potentiellement. Parce que, par exemple, pour les protections d'options, je ne peux pas le dire. Je n'ai pas accès au book, il n'y a que les courtiers qui ont ça. Et donc, et encore, ils ont accès à leur book, ils n'ont pas accès à tous les books. Donc, on ne peut pas tellement savoir jusqu'où sont opérantes les niveaux de protection. Mais quand le marché, par exemple, descend jusqu'à un certain niveau et qu'on voit qu'il remonte aussi sec, c'est que ce n'était pas encore le niveau à partir duquel les personnes qui protégeaient leur portefeuille ont été contraintes de vendre. Elles n'ont pas été contraintes de vendre, c'est pour ça que ça a remonté. Donc, ce n'était pas encore le niveau. Donc, on peut faire des anticipations de ce genre. Et pour qu'un marché monte après la construction de la hausse des 2 derniers mois de l'année, eh bien, il va falloir de la conviction. Ça ne peut pas monter sans conviction. Ça peut monter, comme je l'ai dit la semaine dernière, lentement, sans amplitude, de façon larvée, mais sans conviction. Ça peut monter en se nourrissant de la contrainte technique des vendeurs à découvert qui sont obligés de sortir de position et aussi des vendeurs de call
ces options de hausse qui, eux, sont obligés d'acheter les sous-jacents pour fermer leur risque. Parce que leur risque, il est potentiellement complètement ouvert sur les ventes d'options. C'est ce que je vous disais quand je vous ai parlé de scénario à base d'options, uniquement si on sait le faire, parce que c'est très dangereux sur le principe de vendre des options. Vous avez un risque qui est totalement illimité. Donc, ceux dont c'est le métier de vendre des options, ils vendent des calls, ils vendent des puts, ils sont là pour encaisser des primes. Mais à partir du moment où le scénario qui est pour eux le scénario principal, celui sur lequel ils tablent, c'est justement une latéralisation. À partir du moment où le scénario n'est pas celui sur lequel ils tablaient, ça prenne une direction, ils sont obligés de se défendre. Soit, quand ils ont vendu des calls qui sont des options de hausse, si le marché monte, eh bien, ils sont obligés d'acheter des sous-jacents pour fermer leur risque. Et si le marché baisse, ils sont obligés de faire la même chose, dans le sens de vendre le sous-jacent pour fermer leur risque. Donc, toutes ces complications techniques, c'est peut-être un peu compliqué ce que je vous dis, mais parce que, en fait, ce que je vois, c'est que vous compreniez en fait qu'il ne faut pas chercher dans le fondamental des raisons à ce qui se passe. Il n'y a pas de raison réellement fondamentale. C'est surtout des raisons techniques qui pourront provoquer des mouvements, soit qu'on ait de la conviction pour que ça monte, et comme il n'y en a pas, ça ne montera pas. Il n'y aura pas assez de vendeurs à découvert, de baissiers structurels qui vont pouvoir alimenter cette hausse, et ça ne baissera pas parce que tout le monde est protégé. Donc, tant que vous n'avez pas une contrainte de vendre, ça ne baissera pas, et tant que vous n'avez pas une conviction d'acheter, ça ne montera pas. Donc, soit on a tout d'un coup une nouvelle très divergente avec les anticipations. Alors, a priori, on va plutôt la considérer comme mauvaise, et à ce moment-là, en fait, on peut avoir une baisse surprise, mais il va falloir du très très lourd. Il va falloir que ce soit vraiment quelque chose. On est de l'ordre de l'imprévisible. On n'est pas dans la gestion des risques là. On est de l'ordre de l'incertitude, et donc ça ne peut pas se gérer. Ça va provoquer des mouvements forts si jamais ça se produit. Mais maintenant, on peut anticiper que quelque chose, des signes noirs apparaissent. On sait quand ils vont se produire et s'ils vont se produire. Pour l'instant, on ne sait rien du tout. Donc, voilà, on a tous les ingrédients pour plutôt dire qu'on devrait continuer à rester dans ce range qui s'est élargi, parce que le range s'est élargi en fait. On a pris 100 points de plus en bas, 100 points de plus en haut, mais on est toujours dans le range, et croyez-moi, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais sur le plan de chartiste, c'est toujours un range et c'est toujours pas invalidé. Le dernier plus haut n'a rien changé. Ok, très clair. Donc, si je comprends bien, on est maintenant, depuis le nombre de mois que je vous écoute, donc j'ai bien compris que le DAX était un marché d'options, un marché dans lequel, eh bien, en fait, en réalité, ce n'est pas vraiment le fondamental qui dirige c'est pas le fondamental à 99% qui dirige le mouvement sur le DAX. C'est évidemment des positions stratégiques, des plus grosses mains, vendeurs à découvert, vendeurs de call ou vendeurs de put, et qui, en fonction des niveaux qu'atteint le DAX, eh bien, réajustent leur risque en fonction de leur contrainte de portefeuille. Et donc, quand vous parlez de signe noir, pour bien préciser, ce serait un événement fondamental majeur qui tirerait plutôt les marchés vers le bas, c'est la définition. Mais en cette attente, il ne faut pas s'attendre à des mouvements, à ce que le DAX sorte de sa torpeur en quelque sorte. Ceci étant, l'amplitude de cette zone de latéralisation semble être intéressante pour quelqu'un qui veut travailler en intraday. Ah oui, absolument, absolument. Non, c'est très bien résumé. C'est un marché les marchés d'une manière générale, depuis maintenant une dizaine d'années, avec la montée en puissance des produits dérivés, c'est surtout sur des marchés qui bougent sur la contrainte de faire, par moment sur la conviction. On voit bien que le climat n'est pas à la conviction haussière à fond. Donc, ce sont en effet des mouvements qui sont essentiellement techniques. Les produits dérivés, je vais vous donner juste ce chiffre-là parce que ça peut permettre de faire réfléchir. Aujourd'hui, et déjà depuis 2-3 ans, facilement, c'est 2 tiers des échanges quotidiens. Juste les produits dérivés. Les actions, 1 tiers. Donc, on voit bien que ce n'est pas les actions qui vont driver le marché, c'est surtout les produits dérivés, les marges, les effets de levier sur les produits dérivés, les contraintes de faire en termes d'échéance. C'est tout ça qui oblige les gros à bouger, surtout dans un marché qui, comme en ce moment, il latéralise. Sur le plan de chartiste, on a vu, ça latéralise, comme je vous disais, c'est bien marqué du côté latéral, et il n'y a pas de possibilité d'exploiter un signal technique, parce que quand ça latéralise, les signaux techniques ne donnent que des faux signaux techniques. Donc, vous n'avez pas, sur le très court terme, la possibilité d'établir des scénarios à base de signaux techniques. Vous ne pouvez monter que des positions sur lesquelles vous êtes un peu tenté, et ça, c'est pas le truc à faire, mais il y en a qui le font, aller chercher de la rentabilité, un petit bonus de rentabilité en augmentant la taille, en augmentant le risque. Parce que justement, comme ça bouge peu, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais ça, évidemment, je ne vous le conseille pas. Évidemment, c'est le truc à éviter.
Ouais, effectivement, c'est réservé aux spécialistes dont vous faites partie, Eric, et je vous remercie d'être avec nous tous les jeudis matins pour nous parler, nous livrer votre analyse sur l'évolution du DAX. Merci beaucoup, Eric.